Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on parle épilation intégrale. Salut, moi c'est Marie et j'aime pas les trucs cracra. Donc ce film, ça a été très très dur. Et moi c'est Anaïs et j'ai déjà perdu toute la peau de ma main à cause d'un pot de cire qui s'est renversé dessus et je peux vous dire que ça fait très très mal. Cette semaine, on s'attaque à un vrai chef-d'œuvre, un classique de mon adolescence. Un film qui s'appelle La Maison de Cire, qui a été réalisé par Jaume Collet-Serra, qui a été produit par Robert Zemeckis, que vous connaissez parce qu'il a fait beaucoup de films très très connus avec Tom Hanks, notamment Forrest Gump et Seul au monde, et aussi celui où il pilote un avion, je crois. D'accord. À l'envers. Pas un super film, mais... À l'envers ? Mais oui, c'est pas celui où il atterrit sur l'Hudson ? Ouais, c'est ça. Et il pilote à l'envers, non ? Ah, ça, c'est avec Denzel Washington qui est bourré. Oui. Il y a beaucoup de films où il y a des... J'ai vu tous ces films. Non, c'est Sully, le film avec Tom Hanks où il atterrit sur l'Hudson et c'est un héros. Il le pilote pas à l'envers, je peux te le dire, parce que Sully, il a atterri sur l'Hudson et il a sauvé genre 300 personnes. Quoi. Ouais, mais alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui où il y a Denzel Washington qui pilote un avion bourré. Mais bref, c'est Robert Zemeckis, le grand. Dont on maîtrise vraiment très très bien la filmographie. Exactement, qui a donc produit ce film. Avant d'aller voir le film, on avait, comme d'habitude, enregistré une petite intro pour savoir ce que tu en savais. On va l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que tu sais de La Maison de Cire ? Pas grand-chose. Je sais que c'est un film d'horreur. Et en fait, là, je viens d'avoir un espèce de flash en essayant de me souvenir de ce que je savais de La Maison de Cire. Et je me demande s'il n'y a pas Paris Hilton dedans. Il y a Paris Hilton dans ce film. Ah, voilà. C'est tout ce que je sais. Je pense que c'est aussi la présence de Paris Hilton qui a, comme la présence de Rihanna dans Battleship, fait que certains sont arrivés très vite à la conclusion que c'était un navet. Peut-être que ça n'en est pas un. Moi, personnellement, je l'aimais beaucoup et je me souviens vraiment m'être insérée au cinéma de manière illégale pour aller le voir parce que c'était interdit aux moins de 16 ans et que je n'avais pas l'âge requis pour aller le voir. Puisqu'il est sorti, j'avais 15 ans et je faisais la technique qui n'est plus possible vraiment aujourd'hui, mais où j'achetais un ticket pour un autre film. Et ensuite, j'allais à la dernière minute dans la salle de La Maison de Cire. Et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai aussi fait ça avec La Colline à des yeux, il me semble. Et il y a une fois où on s'est fait choper parce qu'ils ont vu qu'il y avait plus de gens dans la salle que le nombre de places qu'ils avaient vendues ou je sais pas quoi. Et ils sont venus nous chercher. C'était trop la honte. Et en plus, on a payé une place pour rien parce qu'ils nous ont vraiment raccompagnés jusqu'à la sortie. Donc, on n'a même pas pu aller voir le film pour lequel on avait acheté un billet, qui était, je crois, un Star Wars avec... Hayden Christensen. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à un de mes souvenirs les plus humiliants de mon adolescence, où j'avais 18 ans pour le coup, là, c'est le soir de l'élection de Sarkozy, où je me suis rendue à la manif à Bordeaux contre Sarkozy, devant la mairie, sauf que j'habitais juste à côté de la mairie de Bordeaux avec ma mère, et ma mère est venue me chercher dans la manif. Ah non! Devant tout le monde, j'avais 18 ans, elle a dit « tu rentres tout de suite !» Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elle avait peur que ça dégénère, et t'avais tout le monde autour qui disait « oh là là !» Il y a sa maman qui est venue la chercher. Je suis sûre que personne disait ça, mais que dans ta tête, il disait ça. Non, Anaïs, quelqu'un a littéralement dit sa voix. Évidemment, j'étais en train de faire « fuck Sarkozy !» Et d'un coup, il y a ma mère qui débarque, qui dit « Marie, tu rentres tout de suite, tu ne restes pas là. » Génial. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans La Maison de Cire ? Bah, j'imagine qu'ils sont dans une maison en cire. Il doit y avoir des poupées en cire ou des choses comme ça. Et c'est des poupées possédées ou un truc comme ça. La maison fond et ils sont en train d'essayer de se sortir de cette maison qui est en train de fondre. Ok. J'en sais rien. Tu as maintenant une certaine expérience avec le cinéma d'horreur. Ouais. Est-ce que tu penses que ce film-là a le potentiel de te plaire ou d'être dans les genres de films d'horreur qui te plaisent ? Déjà, dans quel genre tu penses qu'il est ? Je pense que c'est un genre avec beaucoup de jumpscares. C'est un jumpscare. Non, mais je pense que c'est un genre avec beaucoup de jumpscares et je pense que c'est sûrement avec un tueur ou un truc comme ça. Et ils sont dans une maison et c'est des jeunes et ils doivent survivre, quoi. Et comment ça s'appelle, ce genre ? Slasher. Oui, bravo. C'est un slasher ? Oui, j'ai bien aimé les slashers. J'aime bien les slashers. Ils me divertissent beaucoup. Donc j'imagine que ça va me divertir. Et si c'est nul, en plus, ça peut être encore plus divertissant. Je vais te montrer l'affiche, t'es prête ? Ouais. Ah, trop bien, il y a Elisha Cuthbert. C'est celle qui jouait la fille de Jack Bauer dans 24. Exactement, ok. Poupée de cire, poupée de sang. Oh là là. Rien que ça, c'est génial. Donc l'affiche, c'est une femme en cire qui est en train de fondre, qui est blonde, qui est sûrement Elisha Cuthbert. Je sais pas prononcer son nom, Cuthbert. Et il y a marqué poupée de cire, poupée de sang. Trop bien. Excellent jeu de mots de la part de l'équipe marketing française. Bah ouais, franchement. Et donc, il y a Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian Van Holt,
Paris Hilton et Jared Padalecki. Putain, un casting haut de gamme. En fait, j'ai envie de dire un casting parfait pour un slasher parce que t'as vraiment envie de tous les voir mourir. Oui, c'est vrai. Et c'est ça les meilleurs slashers en vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, on va aller le voir. J'ai trop hâte. En vrai, je l'ai vraiment pas revu depuis au moins 15 ans. Donc, j'ai très peur. J'espère que ça va pas me faire un effet burlesque. Et j'espère que ça va me faire un effet Battleship où je vais me rendre compte que j'avais déjà des super goûts à l'époque. C'est parti. C'est le premier film d'horreur qu'on regarde pour cette saison 4. Et les amis, je suis vraiment ravie qu'on soit revenu au film d'horreur. I just saw someone. J'ai peur. Notre Scream Queen préférée est de retour. Marie, est-ce que tu peux résumer La Maison de Cire en 30 secondes ? Oui, bien sûr, c'est un groupe de 6 jeunes qui sont en Louisiane. Alors déjà, on sait que ça commence mal, c'est-à-dire il va se passer des choses horribles, et qui essaient à tout prix de se rendre à un match de football, voilà, parce qu'on est aux États-Unis. Et sur le chemin, ils campent dans un endroit un peu louche. Déjà, il y a pas mal de tensions entre eux et tout, mais ils campent dans un endroit un peu louche. Et ils tombent en panne, où il y a un truc qui est cassé pendant la nuit ou je sais pas quoi. Et en fait, il y en a 2 d'entre eux qui se rendent dans la petite ville à côté pour trouver de quoi réparer la voiture. Sauf que la petite ville à côté, c'est une ville où tous les gens sont en cire. Voilà, ils ont tous été tués et recouverts de cire pour faire des statues de cire. Et il y a une maison entière qui est faite en cire. Et au milieu, il y a 2 frères siamois qui ont été séparés à la naissance, qui tuent tout le monde. Oui, puisque c'est eux qui ont tué tout le monde et qui... Oui, bah oui. Voilà, qui ont transformé tout le monde en cire. Ouais, c'était assez clair dans mon résumé, je pense, mais c'est pas grave. Je suis pas sûre. Et parmi les 6, il y a Paris Hilton, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver le genre de l'horreur, Marie ? Honnêtement, c'était un plaisir. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était dégueulasse comme film, donc c'était pas une expérience 100% agréable, mais c'était marrant de regarder ça. Il y a un côté, toujours... Ouais, on expulse toutes nos émotions dans ces moments-là, quoi. Ah oui, je pense qu'on a beaucoup expulsé. Vous allez le voir, on a beaucoup d'extraits. Tu le situerais où par rapport aux autres films d'horreur que je t'ai montrés dans la saison 3 d'Amis ? Alors, clairement, c'est pas un des meilleurs que tu m'as montré. Alors, on va pas se mentir. C'est-à-dire que comparé à L'Exorciste ou à Shining ou à Halloween ou aux 3/4 des films que tu m'as montrés, c'est vraiment pas au niveau. C'est bien plus cracra. Je pense que c'est le film le plus cracra que tu m'aies montré. Il y a vraiment des trucs où... En fait, tout est sale dans ce film et tout est mal rangé. Et tout est un danger pour la santé physique. Et pour l'hygiène. Exactement. Donc ça m'a vraiment déplu. Et il n'y avait pas trop eu de films de ce genre dans ce que tu m'avais montré. Non. Anaïs, c'est horrible. Don't move. Vraiment, les autres que tu m'as montrés à côté, c'était un plaisir, quoi. En fait, le problème, c'est que le premier tiers du film, là où c'est calme, c'est juste calme, mais dégueulasse, quoi. C'est vraiment... c'est repoussant. Et donc, je m'ennuyais un peu, tout en étant dégoûtée partout. Et je trouvais pas ça glam. Tandis que les autres films que tu m'avais montrés, par exemple, Alien, c'est tellement propre, Alien. Ouais, après, il y a quand même pas mal de fluides qui sont expulsés dans Alien. Hein. Oui, mais ils sont expulsés T'as gardé les souvenirs très réconfortants du début du vaisseau, qui moi aussi m'apaise beaucoup, mais le xénomorphe, il suinte beaucoup quand même. Oui, mais justement, en fait, c'est quelque chose de dégoûtant dans un espace aseptisé et clean. Et ça me va. Ouais. Là, tout est dégoûtant. Tu sens que tu touches un mur. Bah oui, c'est comme mettre le doigt dans une bougie. Après, tu te sens un peu... il s'est passé des choses bizarres. Ah bah écoute, alors je ne comprends pas, hein, parce que... Non, le problème, c'était la crasse, pas la cire. Hein. Le film s'appelle La Maison de Cire. Mais tu n'avais pas compris que ça parlerait d'une maison de cire. Excuse-moi, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas évident. Oui, dans le titre, ça l'est, mais en fait, une maison de cire, je pensais que c'était une métaphore. J'ai bien réalisé ça quand on a regardé le film. Et d'ailleurs, dès le début, avec la musique du générique d'ouverture, tu étais un petit peu circonspecte. Tu comprenais pas trop le ton du film et j'ai essayé de t'expliquer qu'il y avait quand même une atmosphère un petit peu gothique. Parfait. C'est très bizarre, comme on dirait qu'on va regarder Harry Potter, en fait. En même temps, c'est une maison de cire. Donc il y a peut-être un côté un peu gothique, tu vois. Mais quoi ? C'est vraiment un musée de cire ? Bah oui. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était une métaphore, en fait, le titre, moi. Ah mais non. C'est le Madame Tussaud de la Louisiane.
Déjà 2 choses. Je sais pas une métaphore de quoi. Ouais, c'est ça. Mais peut-être de l'immobilisme qui nous envahit tous à un moment ou à un autre. Et deuxième chose, pour moi, un musée de cire, c'est pas gothique. Non, un musée de cire, c'est pas gothique, mais il y a clairement des influences un petit peu gothiques dans le film. Oui, et pour moi, la musique y contribue aussi. Mais en fait, la maison perchée tout en haut de la ville, par exemple, ça rappelle beaucoup Psycho, que tu n'as pas vu. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, le manoir un petit peu qui domine. Il y a des décors qui sont d'ailleurs assez impressionnants et qui ont été salués par la critique à l'époque de la sortie, qui donnent vraiment ce côté un petit peu surréel. Ça fait ville de studio. Oui, mais non, de manière totalement. très plaisante. En fait, c'est marrant parce que quand tu me dis gothique, moi j'imagine les Sœurs Brontë en fait. Et là, c'est plus gothique du sud des États-Unis, quoi. Pour moi, ça fait un peu attraction de fête foraine ou manoir hanté. Oui, totalement. Genre la maison hantée de Disney. Et donc forcément, moi, ça me plaît. Tu avais prédit, avant qu'on regarde le film, que ce serait un slasher. Et tu ne t'es pas trompée. C'est effectivement un slasher où tous les ados sont chiants. La meuf principale est pas chiante, celle qui est jouée par Elisha Cuthbert. Elle est pas chiante, mais elle t'a quand même bien saoulée pendant le film. Ah ouais? Oui. J'en ai gardé un bon souvenir pourtant. Enfin, peut-être au début, mais après, je la trouve très bien parce qu'elle est débrouillarde et tout. Oui, non, moi aussi, je la trouve très bien, mais il y a quand même ce principe de base dans le slasher où, au début du film, t'as un petit peu envie de tuer tout le monde et tu es très content quand il commence à se faire éliminer. On va l'entendre. Ouais, il m'énerve. Je veux tout ce qui meurt. Oui, mais vraiment, après, il y en avait certains que je voulais plus qui meurent que d'autres, quoi. Le principe aussi des films d'horreur, c'est que les personnages prennent de très mauvaises décisions. Et ça t'énerve beaucoup. Mais non, vraiment, là, il y a un moment, en fait, ils entrent dans le musée de cire. Déjà, ils ne devraient pas y rentrer, très clairement, parce qu'il y a marqué « fermé », donc n'y rentrent pas. Ils y rentrent, et à un moment, en fait, elle voit par la fenêtre une sorte d'ombre, enfin, la silhouette de quelqu'un de très inquiétant avec des longs cheveux et tout ça. Elle sursaute. Son mec sort pour inspecter, et au lieu de sortir avec lui, elle décide de s'aventurer plus loin dans la maison, seule. Certes, après, on peut comprendre la logique de la menace semble être à l'extérieur de la maison, donc il lui dit reste à l'intérieur pendant que je vais vérifier. Non, mais t'as vu la maison? Oui, bien sûr, c'est une maison de cire où en plus toutes les statues de cire ont l'air d'être en train de se faire agresser en fait. Oui, mais parce que c'est des cadavres qui ont été recouverts de cire en fait. On va l'entendre, ces personnages, y compris le personnage principal dont tu parlais, t'ont beaucoup énervé. Oh, I'm going with you. Mais non. Yes, it'll be fine. Non, it won't be fine. Regarde, le monsieur, il a les pieds dans des cadavres. Wait. Mais sors, pourquoi wait? Tu veux rester à l'intérieur de ce truc, vraiment? Mais elle est conne ou quoi? C'est clair. Toute seule dans la maison de cire. Mais elle est bête. Mais elle est vraiment bête. Tu peux sortir, là. Meuf, sors. Non, mais désolé, mais... Enfin, vraiment, je peux pas. Je peux pas avec les décisions de merde, en fait. Oh là 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 là. Quelle conne. Mais arrête. Arrête de faire des choses comme ça. Pourquoi tu fouilles chez les gens? Sors. Oh là là. J'en ai marre de voir des gens idiots prendre des décisions idiotes. Marie, pas commode. Non, mais désolé, c'est vrai. Oui. Non, parce qu'il y a un autre moment, oui, où il est censé utiliser les toilettes de chez le mec qui est donc un des 2 meurtriers, mais il ne le sait pas encore. Mais ce mec est quand même assez inquiétant. Déjà, j'ai envie de lui dire, pisse derrière un arbre. En fait, tu es un homme. C'est un de tes grands avantages dans la vie. Et il décide en fait d'inspecter la maison et de commencer à fouiller dans des endroits où il y a du formol et des choses bizarres dans du formol. Il est curieux. Non. Non. Moi, je comprends sa curiosité. C'est une très mauvaise décision, mais voilà, c'est un peu le lot de tout fan de films d'horreur, c'est d'accepter que vraiment les personnages prennent des décisions bêtes. Et après, ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. On va parler du casting un petit peu. Dans le rôle principal, t'en as parlé, l'héroïne est jouée par Elisha Cuthbert, qui était très célèbre à ce moment-là pour avoir joué dans le film Girl Next Door. Que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai entendu parler. Ouais, c'est un film qui jouait beaucoup sur l'archétype donc de la Girl Next Door, la voisine, qui est censée être
à la fois simple et en même temps super canon. Et dans ce film-là, en fait, il est révélé que c'est une star du porno, donc ça jouait quand même un petit peu sur ce côté. Elle est censée être juste mignonne, mais en fait, c'est la meuf de rêve de tous les gars. Et je pense qu'effectivement, Elisha Cuthbert a lancé beaucoup de fantasmes à l'époque. Elle jouait aussi dans 24 heures chrono, donc c'était un peu son pic de popularité. Et franchement, elle est très bien dans le film. Elle est très bien, et c'est vrai qu'elle est très 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 jolie, quoi. Elle a du charisme et tout, donc franchement, c'est le personnage principal dedans et on s'attache vraiment à elle. Dans le rôle de son frère jumeau, il y a un acteur que l'on venait de voir dans Amy, Chad Michael Murray. On avait beau l'avoir vu vraiment 2 jours plus tôt, ça ne t'a pas empêché de ne pas le reconnaître quand il est apparu à l'écran. Attends, c'est qui lui déjà ? Ah oui, c'est Chad Michael Murray ? Bah oui. Désolée, je l'ai pas reconnu. Je l'ai reconnu au bout d'une demi-seconde. Ouais, mais bon, quand même. En plus, tu savais qu'il était dedans. Ouais, j'avais oublié. Il est vraiment bien mieux que dans Comme Cendrillon ou des choses comme ça, parce qu'il joue un bad boy un peu, donc ça lui va beaucoup mieux. Et je l'ai trouvé assez mignon. Je trouvais qu'il y a une petite tension sexuelle entre lui et sa sœur, même si au final non, parce qu'ils sont frères et sœurs. Mais j'aimais bien leur duo. Je trouve que ça fonctionne bien et t'as vraiment envie qu'ils survivent les deux, quoi. Et ils méritent de survivre. Les autres méritent de mourir. Ouais, en fait, les acteurs ont une très bonne alchimie. Je pense que ça contribue beaucoup au film. Et lui, pareil, en fait, tout le casting, c'était un casting très 2004-2005, puisque lui, il venait de faire Comme Cendrillon et Freaky Friday. Il y avait les frères Scott aussi qui étaient... je sais pas si ça avait commencé ou si c'était déjà en préparation. Mais ouais, il est vraiment très très bien dans le film. Il y a aussi Jared Padalecki qui joue le mec d'Elisha Cuthbert. Qui est insupportable. Et c'est le premier à mourir et on est très content. Ouais, et d'ailleurs, il a la meilleure mort. Enfin, la plus mémorable, je trouve. Les meilleurs moments du film de gore lui reviennent. Il était insupportable en tant que Dean dans Gilmore Girls. Et là, pareil, c'était un peu son pic de popularité. Et effectivement, il est très, très pénible. Il joue un mec qui s'appelle Wade, qui est jaloux. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce qu'à un moment, il pète une petite crise de jalousie parce que quelqu'un mate sa meuf. Et tu as eu une réaction très juste. Oui, mec, c'est ce qui se passe quand t'es avec une meuf très mignonne. C'est bon, get over it. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas être avec une meuf mignonne et que personne la regarde. Désolé, mais c'est vrai. Il y a aussi Paris Hilton dans ce film. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance ? Moi, je l'ai trouvé très bien. Écoute, moi aussi. Je m'attendais vraiment à un truc parce que je me souviens en plus que ça avait été une grande source de moquerie à l'époque. Je ne connaissais rien du film, mais je me souviens qu'elle jouait dedans. Elle avait été vraiment la cible, de beaucoup de moqueries. Et bon, il y a toute une image autour de Paris Hilton. C'était, je pense que ça devait être autour de l'époque où elle était dans The Simple Life. Il y avait vraiment tout un stardom autour d'elle. C'était un peu la Kim Kardashian de l'époque, mais en moins bien. On s'attend pas à ce qu'elle joue bien la comédie. C'est pas Meryl Streep, hein. C'est même pas Meryl Streep dans Mamma Mia. Je sais pas, hein. Mais c'est tout à fait convenable, en fait. J'étais pas en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'elle joue mal, quoi. Après, tout ce qu'elle fait dedans, c'est rouler des pelles à son mec et danser de façon très langoureuse en sous-vêtements et lui tailler une pipe, quoi. Donc oui, mais c'est vrai que moi je trouve qu'elle est bien aussi. C'était 2 ans après la sextape qui l'a rendue célèbre et c'était quelques mois seulement après le début de sa télé-réalité Simple Life. Donc encore une fois, c'était vraiment son pic de popularité. Mais c'est vrai que c'est un truc, même quand j'ai parlé de La Maison de Cire à d'autres potes récemment en leur disant qu'on allait en parler dans le podcast, ils l'avaient pas vu, mais ils m'ont dit « Ah, c'est celui où il y a Paris Hilton ». C'est vraiment le seul truc qui est resté. Et d'ailleurs, la Warner a joué là-dessus, puisqu'il y a même eu une campagne marketing dont le slogan était « Comme si Paris die ». Donc, allez voir Paris mourir. C'est horrible. Ouais. Bon, évidemment, avec l'aval de Paris Hilton, qui s'en moquait un petit peu, mais ils ont vraiment joué sur ce côté. On est fasciné par elle et en même temps, on aime la détester. Et ça a vraiment attiré les gens en salle. Et d'ailleurs, moi, c'est le truc que je trouve le moins efficace dans le film, mais qui est très révélateur de l'époque, c'est qu'ils ont utilisé à plusieurs reprises une caméra amateur, et notamment quand elle taille une pipe à son mec, elle est filmée par ses potes, et donc il y a pas mal de clins d'œil au fait qu'elle est devenue célèbre pour sa sextape. Et bon, quand on revoit le film aujourd'hui, c'est un peu naze d'avoir fait ça, même si c'était vraiment tout ce qui la représentait à l'époque, c'était ça. Donc je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais c'est un peu mesquin de l'avoir fait venir dans le film et ensuite de l'utiliser juste pour être filmée en train de sucer quelqu'un et ensuite se faire buter. Oui, et puis surtout, quand elle est en train de mourir et de fuir la mort, elle est en soutif. Elle a une petite chemise ou quelque chose comme ça, mais qui tombe à moitié. Et elle est en train de courir en sous-vêtements rouges en dentelle. Donc, le fait, en plus, de brander ça, venez voir Paris mourir,
Je trouve ça assez détestable, quoi. Il y a un côté vraiment dégueulasse, mais il y a une sexualisation d'un meurtre de femme, quoi. Ça représente vraiment toute l'ambivalence dont on a parlé sur les femmes et les films d'horreur en général. Et ils s'en sont moqués, et elle s'en est moquée aussi. Elle avait même un t-shirt, ils avaient imprimé des t-shirts Si Paris Die, et elle avait joué le jeu. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu triste, surtout qu'elle joue pas trop mal. Elle a gagné un Teen Choice Award pour le meilleur cri dans ce film, et aussi un Razzie pour pire second rôle secondaire. Oui, bon, évidemment, quoi. Voilà, mais c'est comme Rihanna dans Battleship, c'est tellement facile en fait, oui, juste attendu, de prendre en fait, quelqu'un qui n'est pas une actrice professionnelle et qui est connue juste pour être belle ou voilà être dans la pop culture et de se moquer d'elle en partant du principe qu'elle va pas bien jouer, alors que franchement, elle s'en est très bien sortie. Et d'ailleurs, il y a même certaines critiques qui ont relevé ce que tu disais tout à l'heure, qui disaient que, je crois que c'est un papier du Guardian qui a réévalué le film il y a 2 ou 3 ans en disant mais non, vraiment La Maison de Cire c'est bien, qui disait qu'en fait c'était même subversif le fait que elle-même joue son rôle très bien au premier degré. Elle n'est pas en train de faire des clins d'œil tout le temps au fait qu'elle est Paris Hilton et qu'elle en ferait des caisses. Elle a juste fait son boulot d'actrice. Non, puis elle est assez attachant. naturelle, quoi. Donc, et je trouve que franchement, dans le casting des 6, c'est vraiment pas la pire, hein. Le mec qui joue son mec, il joue très mal. Oui. Celui qui est le meilleur ami là, du frère, il est insupportable. Oui, mais il joue pas forcément mal non plus. Hein. Non, je trouve mais qu'il n'y a pas de très mauvais acteurs. Non, c'est vrai, il n'y a pas de très mauvais acteurs. Sauf peut-être celui qui joue le cracra là, qui est sur les cadavres là. Bah non, même lui, je trouve qu'il le fait très bien. Hein. Enfin, il joue son rôle. Tu vois, il est censé jouer le rôle comme ça, quoi. La Maison de Cire, c'est un peu l'archétype du film d'horreur des années 2000. T'avais prédit qu'il y aurait des jumpscares, il y en a, et il y a une structure de film d'horreur on ne peut plus classique. Moi, c'est aussi ça que j'aime bien dedans. C'est aussi l'époque où j'ai découvert les films d'horreur, où j'en bouffais plusieurs par semaine, et donc il y avait une formule à répétition que j'adorais. Et notamment le fait que dans la première demi-heure, voire les premières 45 minutes, il se passe pas grand-chose. Et généralement, les bons films d'horreur vont être sauvés par le fait que c'est là qu'ils installent une atmosphère ou par le fait qu'ils ont de très bonnes répliques. C'est pas trop le cas ici. Donc on peut apprécier les décors à la rigueur, mais c'est vrai que le début est un petit peu plan-plan. Et tu n'étais pas du tout impressionné. Pas du tout impressionné. Et tu n'étais pas du tout impressionné par... Du tout impressionné. Et tu n'étais pas du tout impressionné par le début de ce film. Bon, quand est-ce qu'il commence à être tué? Pour l'instant, ça fait vraiment pas peur. Hein. Je le sais en plus. Bah il faut que je profite de ces moments-là. Exactement. Et je n'en profite jamais assez. C'est ça. Tu as oublié la leçon principale de la saison 3 d'Amis, puisque quand même, assez rapidement, quand ils commencent à se rendre tous les deux, le couple, dans la ville, et qu'ils se retrouvent dans la maison du serial killer sans savoir que c'est un serial killer, bah là, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. C'est stressant maintenant. Ils parlent tous comme ça. Alors, je tiens à préciser, parce que tu as fait la remarque plusieurs fois pendant le film, et je te l'ai dit à ce moment-là, il se trouve que j'ai passé un petit peu de temps en Louisiane et au Texas, mais donc les 2 États étant mitoyens, j'ai passé un petit peu de temps en Louisiane, et je peux vous dire que ce qui se passe dans ce film n'est pas si caricatural que ça. J'ai parlé à des gens au fin fond du bayou pour leur demander la route. Et franchement, c'était un peu chaud. T'as eu peur pour ta vie. J'ai vraiment eu peur pour ma vie et je pouvais vraiment compter sur le doigt d'une main le nombre de dents qu'ils avaient. Je suis vraiment désolée, mais genre, c'était un cliché qui s'est révélé totalement vrai. Donc vraiment, les personnages de redneck, comme on les voit dans ce genre de film, ne sont pas si éloignés de la réalité. Et l'accent aussi n'est vraiment pas très éloigné. Et il y a un autre truc qui t'a fait rire, c'est que quand ils arrivent dans la ville, il y a qu'une rue, c'est Main Street, et il y a genre 3 commerces et des commerces un peu délirants qui font très old school en fait. Et notamment, il y a une boutique de chiots. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il y ait des commerces, c'est le fait que ce soit une petite ville avec juste une rue et 3 commerces, mais il y en a un, c'est un truc d'adoption de chiots, quoi. Mais je peux te garantir que vraiment, si vous allez à Lagrange au Texas ou à Marfa au Texas ou dans plein de petites villes comme ça, même dans d'autres États des États-Unis, j'en ai fait beaucoup parce que j'ai une fascination pour ces villes-là et à chaque fois, il y a des trucs comme ça. C'est vraiment très, très perché. Mais... Après, Marfa, c'est un endroit spécial aussi. C'est un truc d'art où il y a énormément d'artistes et de gens qui sont installés et tout. Donc, je veux bien imaginer, mais dans une petite ville random avec genre 3... Ouais, non, vraiment. Non, et puis après, ça s'explique évidemment par le fait que cette ville est quand même un petit peu bizarre. Mais tu l'as dit au début de cet épisode, ce qui caractérise le plus ce film, c'est qu'il est vraiment dégoûtant. Et tu n'aimes pas les choses dégoûtantes. Non, vraiment pas. Je suis un peu maniaque, donc c'est très difficile. Et ça a suscité vraiment beaucoup de réactions chez toi. Et pas très glamour, c'est
cracra, tu vois. Ouais, oui. Oh, c'est dégueulasse. Oh. C'est dégueulasse. Tout est cracra. C'est dégueulasse comme film. Moi, je pensais que ça allait être un truc un peu sympa, mais... tu sais, dans une maison avec des poupées ou des trucs comme ça. Ouais. Bah, il y a une maison et des poupées. Hein. Ah, il m'énerve, c'est dégueulasse. Tout est cracra dans ce film. C'est un peu répétitif. Les carcasses et les trucs un peu poisseux, c'est pas trop ton truc. C'est le truc de qui, en fait? Il va falloir que tu m'expliques, parce que si c'est le tien, il faut qu'on en parle, quoi. Non, mais c'est marrant parce que effectivement, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop dommage que je t'ai pas montré Massacre à la tronçonneuse pendant la saison 3. J'avais beaucoup hésité parce que c'est un immense classique de Toby Hooper. C'est un de mes films d'horreur préférés qui me détend beaucoup, personnellement. Et qui est pas particulièrement graphique, et je crois que c'est aussi pour ça que j'avais hésité à te le montrer, parce que j'avais peur que tu t'ennuies, parce que je voyais que en fait tu réagissais quand même plus fortement aux films d'horreur, comme celui-là, où il y a quand même du jumpscare, du gore. Mais Massacre à la tronçonneuse, qui est sorti dans les années 70, au début des années 70, a vraiment énormément impacté tout un courant de l'horreur. Et aujourd'hui encore, on retrouve beaucoup de films qui s'inspirent de ça et qui ont exactement cette même fibre très poisseuse, où c'est dans le sud des États-Unis, Massacre à la tronçonneuse, c'est au Texas. Les personnages sont transpirants. Il y a toujours le personnage du redneck un peu menaçant au début du film qui leur dit « Ah, mais n'allez pas dans cette ville, gna 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 », et qui chic du tabac et qui crache, et il a des crachs à marron. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de films. Il y avait aussi, à la même période, La colline à des yeux de Wes Craven, qui est pour moi un des films les plus répugnants que j'ai vu. Pareil, c'est pas si graphique que ça. À la même époque que Massacre à la tronçonneuse ? Ouais. Ah, je pensais que ça datait des années 2000, moi. Ça a été refait. Le remake de Alexandre Aja date des années 2000. D'ailleurs, La Maison de Tir est aussi un remake d'un film qui était pour le coup sorti dans les années 50. Ah, mais ça explique l'esthétique de la ville. Oui. Qui a une esthétique très années 50 américaine, quoi. Ouais, en même temps, on sent que par exemple, le fait que La Maison de Tir démarre dans les années 70, pour le coup, fait beaucoup plus appel à Massacre à la tronçonneuse. Oui. Et on sent que c'est une référence vraiment évidente. Il y a des films, encore aujourd'hui, les films de Ty West, par exemple, on sent qu'ils ont été très impactés par ça. Et c'est vrai que c'est des films qui ont une atmosphère qui te rentre un peu sous la peau, qui est dégoûtante et qui, toi, te détend. Non, parce que vraiment, La colline à des yeux, l'original, c'est un truc où ça me donne des frissons rien que d'y repenser, parce que tout est cracra dans ce film, exactement comme tu l'as dit pour La Maison de Tir. Mais là, il y a un côté très artificiel et très grand guignol dans La Maison de Tir, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que tout fait fake, justement. Même la poisse fait fake. Et donc, je peux beaucoup plus me détendre, alors que, par exemple, La colline à des yeux de Wes Craven ou Massacre à la tronçonneuse, c'est des films qui ont un côté un peu réaliste et donc qui me dérangent beaucoup plus. Alors que là, ça fait... d'ailleurs, c'est Roger Ebert qui a dit dans sa critique que c'était un parc d'attractions Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un artifice par-dessus. Et donc, moi, ça me plaît pas mal. Mais je me suis bien rendu compte que t'aimais pas du tout ça. Et notamment dans une des premières scènes dégoûtantes où l'héroïne tombe dans C'est dégueulasse, ça, mais c'est dégueulasse. Est-ce que tu vas expliquer ce qui se passe ? Elle est en train de marcher dans la forêt et elle glisse, elle tombe parce que d'un coup, il y a un dénivelé. Et elle tombe au milieu d'un puits de carcasses d'animaux morts, des biches, des cerfs morts, quoi, et des carcasses vraiment purulentes et dégueulasses. Oui, elle a les mains qui s'enfoncent dedans et c'est un liquide un peu marronâtre, poisseux, où on ne sait pas si c'est de la boue, du sang, un mélange des deux. Moi, je trouve que c'est extra... Enfin, les effets spéciaux, je trouve, de son film sont très bien et je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Le son est excellent et ça t'a fait réagir très fortement. C'est
C'est marrant parce que dans la saison 3 d'Amis, il y avait quand même eu une variété de sons qui avaient été produits par ma bouche, mais je pense que dans cet extrait, il y en a des nouveaux. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, je suis contente d'avoir pu explorer encore un petit peu plus le genre de l'horreur et de t'avoir vraiment montré la partie dégueu de l'horreur, parce que c'est vrai qu'on l'avait peut-être pas assez fait dans la saison 3. Mais là, en plus, on entend le bruit des mouches et tout. Enfin, c'est absolument atroce. Et d'ailleurs, on m'entend aussi réagir. Ce qui me satisfait pas mal, c'est que, contrairement à tous les films de la saison 3 d'Amis, là, j'avais pas revu La Maison de Cire depuis que je l'avais vu en salle, et je crois que je l'avais revu 1 ou 2 fois sur Netflix après. Mais donc, ça faisait quand même, je pense, bien 15 ans que j'avais pas vu le film. Et donc, j'ai eu parfois autant de réactions que toi, parce que je redécouvrais certains trucs, et certains trucs étaient très efficaces. Mais bon, je crois que tu m'en as un petit peu voulu de t'avoir montré ce film. Oh, mais Anaïs, y a rien qui va. C'est horrible, Anaïs, pourquoi tu m'infliges ça en fait? C'est vraiment atroce ici ou quoi? Enfin, tu m'as montré des trucs horribles, mais ça me fait apprécier Your Next. C'est trop bien, Your Next. Enfin, non mais tout est désagréable en fait, tu vois ce que je veux dire? Tout est unpleasant, c'est vraiment unpleasant. C'est bête et déplaisant. Je suis contente parce que j'allais dire, il y a un mot français pour ça, c'est déplaisant. Du coup, je l'ai trouvé à la fin de cet extrait, c'est bien. C'est ça. C'est tellement dégoûtant que tu t'es même prise à fantasmer sur une fin alternative qui permettrait de tout nettoyer. Je crois que la fin est bien. Ils embauchent un service de nettoyage et on voit tout être nettoyé. Ça serait le seul truc. Marie Kondo arrive dans la ville. C'est le seul truc satisfaisant, vraiment. Je reste là-dessus. En fait, c'est dégueulasse aussi parce que c'est un film qui a du très bon gore, qui lésine pas sur le gore. T'en as pensé quoi? Il y a un moment où il y a un bout de joue qui tombe. Il y a beaucoup de moments où des bouts de corps tombent, de peau couverte de cire, et on découvre ce qu'il y a dessous. Et ça, c'est vraiment horrible. Non, c'est très bien fait, en fait. Ça, c'est sûr. Ça marche. Je crois que, à part Evil Dead Rise, c'est sans doute le film le plus gore que je t'ai montré de tous les films d'horreur. Oui. Et donc là, c'est vrai que ça... Ouais, j'aime pas. Que c'est... Ouais, t'aimes pas. Non. C'est bon, c'est tranché. C'est établi. Je peux te le dire, j'aime pas ça. Moi aussi, j'avoue que j'ai beaucoup réagi pendant toutes les scènes de gore. Et pour le coup, vous allez l'entendre, ça crée une réaction très viscérale chez moi. C'est un peu cette façon d'expulser dont tu parlais au début de l'épisode, je crois, qui me détend beaucoup. T'aimais ça au lycée? Oui. Mais il est con, il suffit de la casser et de sortir parce que là, il va y avoir le truc de... Je vais pas faire de comparaison, mais c'est gênant. Mes voisins font ça tous les soirs. Je sais ce que je vais passer à fond la prochaine fois qu'ils me font chier. Non, mais n'empêche, tu dis que t'aimes pas, mais à la fin, je crois que tu as pris un petit peu goût à ce côté satisfaisant du gore. Vas-y, défonce-le là. Défonce-le. Explose-le. C'est bien, vas-y, continue. Vas-y, continue. C'est très pornographique en fait, l'appréciation des films d'horreur. Mais non, là, je pense que si je me souviens bien, c'est quand elle explose la tronche du mec. Ouais. En fait, c'est un gore un peu différent quand même. C'est cracra, mais c'est cracra comme quand la montagne explose Oberyn, tu vois. Ça me dérange moins. Ah ouais. On voit que ça me dérange quand même un peu, mais il y a un côté satisfaisant dans le côté, elle est vraiment en train de le détruire, quoi. Ouais, ouais. Oui, et puis là, surtout, c'est le un méchant, quoi. Donc voilà, c'est ça. T'as une sorte de vengeance qui n'était pas le cas avec Oberyn. Non. Tu as été dégoûté, mais tu as aussi eu peur. Je te le confirme. Et tu as sursauté à plusieurs reprises. Et ça, c'est toujours un grand plaisir.
Bon, je dis t'as eu peur, mais on a toutes les deux eu peur. Et il y a notamment une scène de mort, c'est la mort de Blake, donc le mec de Paris Hilton. Ils sont dans le camping, tous les deux, ils sont en train de camper. Et, on le voit pas mourir, en fait. Non, on le voit pas mourir, mais on voit ensuite Vincent, donc le méchant qui s'appelle Vincent, qui débarque et qui s'apprête à pourchasser Paris Hilton. Et on était toutes les deux pas rassurées. Qu'est-ce qui va se passer, Anaïs? Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il y a quelqu'un derrière lui. Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas en train de lui parler, de lui dire meuf? Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Blake? Bah non, c'est pas Blake. C'est l'autre. Oh mon Dieu! C'est qui? Mais je sais pas, mais il a des cheveux longs. C'est trop fun, franchement. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, c'est un stress qui m'apaise beaucoup. Non, mais moi aussi, je le comprends. Par contre, j'enchaînerai pas, parce qu'après, tu voulais enchaîner avec Massacre à la tronçonneuse chez moi, et ça, non. Tu dis que tu comprends, mais tu comprenais pas trop quand même l'aspect thérapeutique que ce genre de films peuvent avoir sur moi pendant le visionnage. Moi, ça m'apaise. La folle. Je me dis qu'en comparaison, mes problèmes sont pas si importants que ça, tu vois. Ouais, Je ne suis pas en train d'être couverte de cire bouillante dans la maison d'un fou qui s'appelle Vincent. Non, je dois dire, moi, en fait, c'est comme quand tu fais de la natation, par exemple, pendant 1 heure. C'est douloureux pendant, mais après, tu sors, t'es vidé, tu vois. Bah évidemment. Oui, mais voilà, mais du coup, ça m'apaise pas pendant. Mais après, c'est vrai que j'étais apaisée. Moi, c'est les deux, parce que en même temps, le fait de crier sur le coup, c'est ce qu'on avait déjà dit dans la saison 3, mais c'est comme quand t'es sur un grand 8, c'est-à-dire que J'aime pas les grands 8. t'as une montée d'adrénaline hyper forte et que tu relâches d'un coup, et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais on va l'entendre, on a vraiment 2 visions de vie assez opposées sur cette question, je crois. C'est affreux. Pourquoi tu me fais ça? C'est affreux. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Parce que ça détend. Non. Ça détend que toi, là, tu vois. Non, mais ça tend. Et quoi? Et donc, ça détend. Ah non, il y a une goutte qui va tomber de son nez. Ça va faire du bruit. Non, non. Comment ça te détend, ça? Moi, ça me surtend. Mais c'est dégoûtant et ça tend. C'est vrai, c'est un bon résumé. Ouais. Ils auraient dû mettre ça sur le poster. Si le film sortait aujourd'hui, c'est dégoûtant et ça tend. Ami, Slate. Exactement. Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis un petit peu tendue, j'adore regarder des films d'horreur parce que je me dis, franchement, ma vie est pas si dure à côté de ça, quoi. Genre, moi, je suis tranquille sur mon canapé en train de manger des chocolats bien gras et bien chocolatés. Et ces gens, ils sont très, très sales. Et ils ont plus de doigts. Oui. Et ils ont plus de petite amie. Ils sont couverts de cire. Voilà. Donc, clairement, je m'en sors mieux. Et puis, j'ai l'impression de voir une douleur un peu exagérée qui reflète la douleur que je peux ressentir parfois de manière interne. C'est affreux. C'est affreux. Mais c'est comme ça que je me sens. Je passais pas une super semaine quand on a Non, regardé c'est ce film. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Il faut qu'on détaille plusieurs scènes phares qui sont évidemment des scènes de gore. Et c'était toutes les scènes dont je me souvenais très bien, même plus de 15 ans après, parce que franchement, elles sont tellement géniales. La première, c'est notre fameux Wade qui se fait découper le talon d'Achille. Le tendon, en fait. Le tendon. Et ouais, c'est vraiment... en fait, tu le sens, quoi. Ça va être le premier à mourir. Ah, ça, j'en souviens. Tu t'en souviens pourquoi? Oh non. Le talon? Oui. Oh non. Oh non. Je suis en train de pleurer, là. Ça m'avait tellement manqué, tes gémissements. J'adore te voir réduite à un état si sensible. Toi qui es toujours si digne et si forte. Quelle connasse. Ouais, c'est vrai. C'est là que je vois vraiment ta vulnérabilité. Et à ce moment-là, tu pensais que Wade était mort?
Et je t'ai dit que non, ça allait quand même être bien plus créatif que ça, puisqu'on le découvre plus tard dans le film et il a été transformé en statue de cire. Et c'est son pote qui le découvre. Oh, et j'en ai des frissons. J'en ai des frissons, Anaïs. Et vraiment, pour moi, ça reste encore aujourd'hui une des meilleures morts de films d'horreur. Vraiment, tout film d'horreur confondu. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il est dans le musée de cire. Et il est assis au piano. Et son pote, du coup, le découvre là, il le reconnaît, parce que bon, c'est lui, mais en statue de cire, et il commence à lui toucher la joue. Attends, avant, il faut dire qu'il le reconnaît, il commence à lui parler. Et il voit les yeux qui bougent, mais pas le reste. Voilà, et on l'entend en fait gémir, un peu genre, mais qui n'arrive pas à bouger. Voilà, et donc son pote commence à lui toucher la joue, se rendre compte que c'est de la cire en plus qui doit être assez chaude, parce que ça vient juste de se passer. Hein. Et il commence à gratter, il gratte. Et d'un coup, il y a tout qui tombe, et on voit la chair à vif de la joue dessous, c'est horrible. Bah oui, puisque vraiment, ça, je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai. T'as été transformée en statue de cire, Anaïs. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai un pot de cire bouillante qui est tombé sur ma main. Et j'ai donc, premier réflexe, mis ma main sous l'eau froide. Ah non. Ça a figé la cire. Et ensuite, pour enlever la cire, j'ai été obligée d'enlever ma peau avec. Oh. J'ai passé plusieurs mois sans peau sur la main. Et donc, clairement, oui, je confirme que, en fait, c'est impossible d'enlever de la cire sans enlever la peau en même temps. Bah pourtant, quand on va chez l'esthéticienne. Oui, parce que c'est fait dans un environnement contrôlé et avec de la cire qui n'est pas bouillante. D'accord. C'est ça, voilà. Et moi, en fait, j'étais brûlée au second degré. Donc, et c'est un peu le même problème de Wade, sauf que là, pour le coup, c'est intégral. C'est horrible. C'est pas que sur la main. Et on va l'entendre, cette scène, mais vraiment, elle est magistrale. Pour moi, c'est une scène très culte et je pense que tu demandes à n'importe quel fan de film d'horreur, il connaît cette scène. Wait, what the hell are you doing? Oh non. Sorry. Oh non. Wait. Oh non. Oh Non. Sorry, man. Hold on, let me get you out. Oh non. Je me souviens de ça. C'est dégueulasse. Anaïs, pourquoi tu me fais ça? Oh, arrête de crever. C'est génial. C'est un gros fait au casque, quand même. Je confirme. Je crois que c'est vraiment notre épisode de podcast où on aura atteint les sons les plus aigus. Surtout qu'on est deux. D'habitude, tu réagis pas autant. Donc là, c'est vrai que la communion de nos deux voix, c'est impressionnant. Ouais, et puis c'était trop fun, du coup, de vivre ça ensemble. Non, c'est vrai que cette espèce de reveal, il se reproduit à plusieurs reprises parce que, en fait, on comprend à un moment, par exemple, au début du film, il rentre dans une église et il voit plein de gens de dos. Donc, il pense que c'est des gens de la ville qui sont réunis pour un enterrement. Sauf qu'après, en revenant à l'église, après qu'ils aient été martyrisés, ils se rendent compte qu'en fait, tous les paroissiens sont des statues de cire. Et donc, il y a plein de statues de cire comme ça dans la ville. Et dès qu'ils essaient de les détruire ou qu'il y a des bouts qui tombent ou des choses comme ça, on découvre des cadavres en décomposition dessous, parfois avec des vers et tout. C'est ignoble. C'est ignoble. Et donc, cette révélation, elle s'opère à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est très, très efficace. Mais jamais autant que ce premier incident. Il y a aussi notre héroïne, jouée par Elisha Cuthbert, qui souffre pas mal. Et notamment, elle est kidnappée par le méchant. Et elle se fait coller la bouche avec de la superglue. Et après, elle doit se décoller la bouche. Ouais. Et du coup, elle s'arrache les lèvres, pareil, parce qu'elle peut pas faire autrement. Donc, pour réussir à crier, elle est obligée de se percer un trou, en fait, dans les lèvres. Pareil, c'est génial, en fait. Oh non, il est en train de lui coller... Anaïs. T'avais pas compris? Oh, c'est horrible. La souffrance. Ça allait pas bien, là. Et comme si ça ne suffisait pas, ensuite, en fait, elle est au sous-sol et il y a son frère qui est là et elle peut pas parler puisqu'elle a la bouche collée. Et elle essaye de passer le petit doigt à travers une grille d'aération pour lui faire un signe. Et le serial killer s'en aperçoit avant le frère. Et donc, pour éviter qu'elle soit repérée, il lui coupe le bout du doigt avec une pince. Et là aussi, ça a suscité une réaction, je crois, assez commune. Pourquoi tu me montres des choses comme ça? T'as pas vu du coup? Bah non.
T'as triché. J'ai entendu. Elle a tourné la tête. Ouais, non, là, j'ai pas vu. Du coup, j'ai le souvenir de la pince qui s'approche et j'ai pas regardé. Il y a un autre moment qui est assez atroce. Mais en fait, la technique donc du frère à chaque fois, c'est qu'il kidnappe les gens et les installe dans une espèce de machine de torture dans son sous-sol où ils sont enfermés dans une sorte de truc en fer, de boîte en fer, et ensuite ils sont aspergés de cire brûlante. Et à la fin, donc il y a les jumeaux qui ont réussi à survivre, qui trouvent un de leurs potes qui est donc installé dans cette machine et ils lui disent « T'inquiète pas, on va te sortir de là ». Et en fait, il lui attrape la tête pour essayer de le débloquer. Et en fait, juste, il lui arrache la tête. Mais parce que sa tête avait été coupée préalablement. Mais nous, on le savait parce qu'on avait vu la scène où sa tête était coupée. Mais du coup... Bah là, voilà, il est recouvert de cire. Et donc, ils essayent d'attraper sa tête. Et la tête de son pote lui reste entre les mains. Et bah, c'est un petit peu traumatisant. Mais non, tu vas pas le gueuler à la main. Non. Oh non, c'est horrible. Il lui a arraché la tête. Là, tu réagissais pas du tout. Non, c'est vrai, mais en plus, je m'en souviens. Mais... T'étais déjà passé à autre chose. Non, mais c'est moins choquant que d'autres trucs, je trouve. Et c'est bizarre, hein. La tête, moi, ça me dérange pas. Ouais. C'est vraiment les joues. On l'a entendu, je savais même plus prononcer des mots à ce moment-là. Mais j'étais pas la seule. On a débloqué un niveau de Marie, encore un nouveau à chaque film d'horreur, où là c'est la Marie non-verbale, qui essaie d'exprimer des choses, mais on comprend pas trop quoi. Mais... Le court-circuit, là. C'est quand la maison s'effondre, je crois. Ouais, puisque donc à la fin, ça c'est assez génial, la maison de cire prend feu et donc fond. C'est un problème intrinsèque à la maison de cire qui n'a pas été trop pensé, je pense. Non, bah, elle n'a pas été pensée pour se chauffer pendant les mois d'hiver, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. C'est génial. D'ailleurs, beaucoup de critiques ont salué cette partie-là parce que là, en fait, au niveau des décors, c'est vraiment génial ce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est hyper inventif, c'est très bien fait. Et donc, on a Chad Michael Murray et Elisha Cuthbert qui sont en fait dans une bougie géante qui montent les escaliers en cire, qui s'enfoncent. Donc, c'est un peu genre le Titanic version cire. C'est trop bien. Et ils affrontent les deux jumeaux puisque il y a une résonance thématique très forte. Oui, parce que c'est des jumeaux et d'autres jumeaux. Voilà, les méchants jumeaux. Et les gentils jumeaux. Le film passe un petit peu trop de temps sur la backstory. Ça, c'est le problème de beaucoup de films d'horreur. C'est qu'ils veulent absolument te donner une espèce d'histoire glauque pour comprendre les motivations du méchant. Alors qu'en vrai, juste, dans Halloween, dans le premier, on ne sait pas quelles sont ses motivations. Et c'est ça qui fait peur. C'est juste qu'il tue tout le monde. Là, on comprend que donc c'était deux jumeaux qui étaient collés à la naissance, qui ont été décollés dans une opération chirurgicale un petit peu, révolutionnaire. Oui, expérimental, je pense que c'est plus le mot. Et donc, Vincent a été détaché et a été recouvert de cire puisqu'il avait perdu une partie de son visage. Et donc, ensuite, ils sont tous devenus obsédés par la cire parce qu'en plus, la mère fabriquait déjà des poupées de cire à l'époque. Et donc, on comprend ils ont des petites mommy issues et qu'ils veulent revivre le grand rêve de leur mère en transformant toute la ville en cire. Et à la fin, ils atterrissent l'un sur l'autre dans la maison de cire au moment où ils sont en train de mourir, les deux méchants jumeaux. Et ils se retrouvent exactement dans la même position que celle qu'ils avaient à la naissance. Et cette scène a été une nouvelle occasion de prouver ma bêtise profonde, puisque j'avais pas du tout compris ça. C'est vrai. Et qu'en plus, je ne savais pas comment dire jumeaux siamois. Donc j'ai utilisé un autre terme. Ah, mais en fait, c'est ça qui s'est passé. Oui, bah oui. Mais quoi, bah oui. Bah oui, t'avais compris que les deux étaient mitoyens. Bah oui. Oui, donc ça s'appelle des frères siamois, et pas des frères mitoyens. J'ai un petit prisme immobilier. T'as bien aimé la fin ? Non, ce que j'ai pas trop aimé, en fait, c'est que, ce qu'on comprend à la fin, c'est que la personne qui les a
amenés dans la ville et le troisième frère. On apprend qu'ils avaient un troisième frère qui donc n'est pas mort et on le voit à la fin leur sourire et tout ça. Mais en même temps, il les menace pas, c'est-à-dire qu'il va juste rester là, mais eux, le frère et la sœur, s'en sortent. Donc en même temps, c'est rassurant. Mais vu que j'ai l'habitude maintenant, tu sais, des espèces de jumpscares de fin, je trouvais que celui-là était pas très efficace. Ça aurait été mieux si c'était, d'ailleurs tu l'as suggéré pendant le truc, tu pensais que c'est ce qui allait se passer, si c'était lui qui conduisait le camion qui les emmenait vers l'hôpital, parce que là tu comprendrais que Oui, qui vont bientôt se faire zigouiller. Après, c'est une convention qu'on retrouvait beaucoup dans les films d'horreur, notamment des années 2000, mais pas que, parce qu'il y avait toujours l'espoir qu'on fasse une suite. Oui. Et clairement, là, c'est la scène de fin qui sert un peu à rien, mais qui est censée établir le fait qu'il y a quand même des survivants du côté des gentils et du côté des méchants, et que donc, on se laisse la porte ouverte. Si jamais c'est vraiment un énorme carton, on pourra faire une partie 2 et on aura du matos. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! Le film a été fait avec 40 millions de dollars de budget et a récolté 70 millions au box-office, donc ça a quand même été un succès, mais pas un succès critique. Tu t'en doutes un petit peu. La critique était assez mitigée. Bon, sur Rotten Tomatoes, il est à 28%. Sur Allociné, il est à 3,7%. Ça va. Ce qui est pas trop mal, ouais. Télérama, à l'époque, a mis un T, ce qui équivaut à bof. Et Télérama a dit « Tout se traîne lamentablement jusqu'à la dernière demi-heure qui accumule jolis effets horrifiques et scènes spectaculaires. » C'est vraiment le truc qu'on retrouve dans toutes les critiques, même les plus négatives. C'est le fait que le grand spectacle du dernier acte est très réussi, que les effets spéciaux sont assez fous, que les décors sont assez fous. Et que justement, c'est ça qui sort le film de son côté le plus conventionnel. Parce qu'en fait, tout le début, c'est tellement balisé que c'est un petit peu pénible. On pouvait s'attendre évidemment à beaucoup de sexisme et beaucoup de remarques sur la présence de Paris Hilton dans le film. C'est très présent dans beaucoup de critiques anglo-saxonnes, mais aussi des critiques françaises, puisque tu l'as dit, c'était un peu l'élément qui ressortait le plus dans le marketing à l'époque. Libération a notamment écrit « Le premier bon moment du film survient au bout d'1h15 quand Paris Hilton se fait zigouiller et emporter le peu de cervelle avec lequel elle fait fructifier sa piètre image de bimbo pseudo-sulfureuse. » C'est tellement facile. Ouais, c'est ça. En fait, et ça n'a rien à voir avec le film, ni avec ses capacités d'actrice d'ailleurs. Donc c'est totalement gratuit. Et il y a encore pire, puisque la phrase d'après, c'est « Auparavant, la pouffe blonde a tout de même réussi à saccager toutes les scènes où on la voit, en compagnie de 5 autres jeunes abrutis. » Le jeune abruti, c'est drôle, mais le reste... Mais c'est vraiment, c'est hyper gratuit. Les cahiers du cinéma, eux, étaient à contre-courant et on les en remercie. Puisqu'ils ont dit « La maison de cire ne vaut pas le mépris qui a accueilli sa sortie. Le théâtre de la séquence finale est un tourbillon de vision à la folle beauté. » Waouh, ok. On ne dirait pas jusque-là, mais s'ils veulent. Là, on sent qu'ils voulaient un petit peu prendre le contre-pied, mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est courageux. Roger Ebert, comme d'habitude, a toujours raison. Il a mis 2 étoiles en disant que vraiment le movie excelle dans ses effets spéciaux et ses décors. Lui, il dit que le début un peu lent ne l'a pas dérangé, puisque ça lui a donné le temps de contempler la stupidité exemplaire de ses étudiants. Et il dit « La Maison de cire n'est pas un bon film, mais un film efficace, et livrera ce que quiconque regardant La Maison de cire est en droit d'attendre, en partant du principe qu'il serait déraisonnable d'attendre grand-chose. » C'est exactement ça. Le Washington Post a mis 4 étoiles sur 5. Waouh. Eux, ils sont dans ma team, tu vois. Ils ont dit que c'était un de ces plaisirs coupables créés par des gens qui auraient dû recevoir une meilleure supervision adulte dans leur plus jeune âge. Et comme ils n'y ont pas eu droit, ils ont fini par créer des bijoux vulgaires, voire blasphématoires comme celui-ci. Et en fait, c'est vraiment ça qui a été salué, et qui est salué, je pense, par beaucoup de fans d'horreur. C'est le fait que le film, il va vraiment à fond dans le gore. Il dit « Il faut que je sois honnête et que j'admette que j'aime ce film parce qu'il tue à l'ancienne. Ces dernières années, pour gagner plus d'argent, beaucoup de films d'horreur ont été produits comme des films interdits aux moins de 13 ans, afin d'attirer un public plus jeune. Et La Maison de cire, il va à fond, comme peu de films de cette époque l'ont fait. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'adore, et je pense que c'est pour ça que c'est un film qui m'a encore beaucoup marqué. Et quand j'étudiais même les films que je voulais te montrer dans la saison 3, j'avais pensé à celui-là, alors que y a des critiques à l'époque qui ont dit « Ce sera anecdotique, on l'aura oublié dans un mois. » Mais en fait, les scènes de kill, elles sont tellement fortes et tellement dégueu que plus de 15 ans plus tard, je m'en souviens. Et donc ça, c'est le signe d'un bon film. En tout cas, qui réussit très bien dans ce qu'il essaye de faire. Le réalisateur de ce film, Jaume Collet-Serra, c'était son premier gros projet. Il venait de la pub à la base. Et donc, c'était vraiment un novice, mais il a fait ses preuves puisqu'il a quand même ramené un grand succès au box-office. Il a eu ensuite une belle carrière.
Déjà, il a fait Esther, je sais pas si tu vois ce que c'est, ça je s'appelle vois. Orphan en anglais, et c'est un film d'horreur aussi qui est honnêtement assez surprenant. Je ne spoilerai pas ici, mais je le recommande, je le trouve plutôt pas mal. Et ensuite, il a fait The Shallows, ou Instinct de survie en VF, qui est le film de gros requin. Il est trop bien. Ouais, avec Blake Lively. Trop bien ce film. Franchement, il s'en est pas trop mal sorti. Il a aussi fait plus des films d'action. Récemment, il a fait Jungle Cruise et Black Adam avec The Rock. Ouais, c'est peut-être un peu moins bien. Voilà, mais niveau horreur, je trouve que c'est vraiment un excellent réalisateur et ça se voit dès La Maison de tir. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou Chna? Marie, navet ou chef-d'œuvre? Ni l'un ni l'autre, je dirais, mais c'est un film très efficace, comme dirait Roger Ebert. C'est vrai que je me suis amusée devant. Je l'ai pas du tout trouvé nul, en fait. Il y a aucun moment il est nul, il est dégoûtant, mais vraiment c'est hyper efficace. Donc après c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est hyper efficace. Mais on n'en est pas loin quand même. Non, mais mais il est vraiment très très efficace. On va l'entendre même pendant le film. C'était un petit peu la discussion qu'on a eue puisque t'étais sceptique au début et plus le film avançait, plus tu te laissais quand même convaincre. Franchement, c'est bien. Le truc, c'est que là, c'est spooky et ça marche, quoi. Oui, un peu. Mais j'aime pas. Ouais, non, franchement, c'est horrible, j'ai pas envie de voir ça. Mais ça fonctionne. Ouais, c'est un bon film d'horreur. Je tiens à dire que c'est bien mieux que Comme Cendrillon. Oui, ça c'est sûr. Mais... On doit passer à la séance de torture, garantie sans cire, je précise. Tu dois trouver 3 qualités au film. Il veut être dégoûtant, donc je pense que c'est une qualité. Il y arrive vraiment très très bien. Il fait peur. Et j'ai beaucoup aimé le duo central des jumeaux. Sympa. Ouais. D'ailleurs, il faut préciser que les jumeaux méchants sont tous les deux joués par la même personne. Ah bon ? Ouais, par Brian Van Holt, qui a fait pas mal de télé aussi, et qui a une tête où quand tu la vois, tu dis « Ah, je connais ce gars, mais je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. » Voilà. 3 défauts. C'est vrai que le film met du temps à démarrer quand même. Ouais. Un bon film d'horreur, pour moi, c'est vraiment 1 demi-heure max avant que ça commence à dégénérer. Et là, ça met plus de temps que ça. Et en plus, l'installation n'est pas particulièrement bonne. L'autre aspect qui est trop développé pour moi, c'est la backstory des frères. Elle n'est pas si intéressante que ça, ni si glauque que ça. En fait, une backstory fonctionne très bien pour moi quand elle a une dimension politique. Par exemple, dans La colline à des yeux, spoiler, ça parle des essais nucléaires dans le Nouveau-Mexique et de leurs conséquences sur la population. Donc, il y a quand même un commentaire qui est fait. Et à ce moment-là, je veux bien, en fait, ou quand il y a un commentaire social ou politique, je veux bien avoir un petit peu l'histoire de comment le serial killer en est arrivé là, etc. Sinon, je m'en fiche. Et là, on s'en fiche clairement. Ça donne quelques bonnes scènes parce qu'honnêtement, le début est vraiment dégueulasse quand ils attachent l'enfant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup crispée. Mais c'était pas si nécessaire que ça. Et 3e défaut, je dirais que il y a quelques scènes qui pourraient fonctionner mieux en termes de frissons. Je pense notamment à la mort de Paris Hilton, qui fonctionne bien avec le gore. On m'a entendu réagir à certains moments où elle se fait couper le talon par une lame qui passe par en dessous. Et ça, moi, c'est toujours... Les talons, c'est... Et il y a aussi la scène où ils sont planqués dans un vieux cinéma qui passe en plus Whatever Happened to Baby Jane, qui est un grand classique de l'horreur camp. Ils se font passer pour des statues de cire pour ne pas être repérés. Et c'est une scène qui est un peu boring, alors qu'elle pourrait être vraiment excellente sur le plan de l'attention. Quand je pense à Conjuring, tu vois, clairement, ils ont réussi à faire beaucoup plus peur avec moins que ça. Et là, t'as un décor de film d'horreur absolument génial. Et il en fait pas grand-chose, c'est un peu dommage. C'était Ami. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. La semaine prochaine, on va toutes les deux découvrir un film qu'on n'a jamais vu. Mais qui visiblement est un gros navet. Ouais, qui s'appelle Cats. Je pense qu'on va s'amuser. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. C'est quand même dommage, je trouve, que ce film ne joue pas plus sur l'humour esthéticienne. Parce qu'on est quand même dans une maison de cire. Et en plus, les personnages se font épiler
parce que Wade, une fois qu'il a été découpé des talons, il se fait épiler le visage pour être ensuite ébouillanté de cire. On comprend pas trop l'intérêt d'ailleurs, mais peut-être pour l'esthétique. Pour avoir une surface bien lisse. Ouais, voilà, pour que ça accroche mieux. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as compati avec son sort. Oh je connais. Un autre truc qui nous avait pas manqué avec les films d'horreur, c'est l'expertise camping de Marie, qui est revenue puissance 1000. On va l'entendre. Sors pas maintenant. Oh, on dirait moi quand je devais aller faire pipi au milieu de la nuit. C'était horrible. C'était horrible, j'avais tellement peur. Et normalement, là, il n'y a rien qui est éclairé, en fait. Normalement, t'es dans le noir total, et tu regardes autour et tu pleures. Ah, parce qu'en plus, le feu, normalement, il s'est éteint, là. D'ailleurs, normalement, t'es pas censé laisser le feu sans le surveiller, tu vois. L'expertise camping de Marie fait son grand retour. Non, mais c'est vrai que leur nuit est très très éclairée. Tu peux te foutre de ma gueule si tu veux, mais leur nuit est très très éclairée. Tellement casse-couille. Normalement, ils sont pas censés faire ça. Franchement, en plus, c'est vraiment des moments où ils pourraient jouer plus sur l'effroi, justement, sur le fait qu'il fait très sombre normalement, et voilà. Et on a eu plein de bonus en plus, parce que vraiment, ce film a suscité un festival de réactions. Il faut sortir de la maison. T'imagines être dans une bougie géante? Ça fait pas trop peur. Enfin, il va y avoir un jumpscare, je vais crier, mais ça fait pas trop peur. Ah ouais. Ah ouais, bon, lui, il est vraiment mort. Je crois que c'est celui à qui on coupe la tête. What is that? C'est une main humaine. T'as pas beaucoup écouté en SVT, toi, hein? Moi, the one who does the wax, elle est très sympa. Elle s'appelle Brigitte. Big up à l'esthéticienne de Marie. Ouais, merci. Elle sait y faire avec douceur. Et pour conclure... J'adore. La folle. À la semaine prochaine.